Ok, très bien. Bah, bonsoir à tous. Bon alors, ma conf a un nom un peu long, on va pas s'éterniser dessus. Mais globalement, on va essayer de faire des loucheries. C'est mieux si j'allume ça. Hop. Ok, donc déjà, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Maël. J'ai fait le triplé assistant classique. Et en plus de ça, j'étais mainteneur Tiger. Et moi, les choses qui m'intéressent, c'est globalement ce qui va être analyse statique. Donc, vérifier comment marche un programme, vérifier qu'il marche correctement. Compilation, transformer ce programme à quelque chose de plus bas niveau. Et de façon plus générale, je suis assez intéressé par le langage de programmation. Un petit warning pour ceux qui ont du stress post-traumatique. On va parler d'OCaml pendant cette présentation. Et oui, j'aime le camel, non ironiquement. Ok, donc juste pour mettre un peu de contexte, il y a à peu près un an, j'étais en train de travailler sur Tiger Compiler, qui est donc un compilateur qu'on maintient en interne à l'école, qui compile du Tiger. Et on a une partie de ce compilateur qui est du coup tout ce qui est sélection d'instructions, qui était en fait assez vieux. La dernière modification qui avait du sens, ça datait de 2005, donc 15 ans. Et en 15 ans, le C++ a énormément évolué. En fait, le C++ moderne ne ressemble quasiment pas au C++ de 2005. Donc, comment est-ce qu'on peut moderniser cette section du projet? Juste pour faire très rapidement une parenthèse sur tout ce qui est sélection d'instructions, globalement, le but de la sélection d'instructions, c'est on part d'une représentation intermédiaire, comme ça. Donc ici, c'est globalement une structure, c'est un AST bas niveau, pour faire simple. Et là, vous voyez qu'on a du coup certaines sections de cet AST qu'on va vouloir faire correspondre à des instructions en assembleur ou en pseudo-assembleur. Donc là, ici, on a un mem sur un const, et en assembleur, on va dire que ça correspond à un load, par exemple. Et là, vous voyez que ce qui est important, c'est que ce mem, c'est le mem plus le const qui nous intéresse. C'est vraiment ce motif-là, entièrement. Donc, globalement, en fait, la section d'instruction, c'est du pattern matching. Mais on n'a pas de pattern matching en C++. Donc, on utilise un programme externe qui s'appelait Monobourg pour nous générer des switches imbriqués. Et du coup, le but, c'était de virer Monobourg et de remplacer ça par du pattern matching plus ou moins idiomatique en C++, en se basant sur des classes qui s'appellent du coup les variants, et d'utiliser une fonction qui s'appelle stdVisit. Ok, ça c'est vraiment l'idée principale. Les buts de cette présentation, ça va être du coup de parler de C++ et de compilation, au moins à des niveaux basiques, voir des concepts de pattern matching qui peuvent être intéressants, essayer d'émuler ce pattern matching en C++, ce qui n'est pas forcément si évident. On va aussi parler pas mal de tout ce qui va être polymorphisme statique et dynamique, les différences entre ces deux choses, etc. Et globalement, pour résumer, on va essayer de faire des choses intelligentes et échouer assez lamentablement. Bon, déjà, qui a déjà fait du C++ dans cette salle? Ok, bon, pas mal de monde. Du coup, là, il y a probablement des choses que vous aurez déjà croisées, mais on va quand même revenir dessus, histoire que ce soit clair pour tout le monde. Si vous avez des questions à un certain moment, n'hésitez surtout pas, parce que globalement, il n'y a pas forcément de concepts très compliqués, mais il y en a quand même pas mal. Donc, c'est important que tout le monde comprenne à peu près ce qui se passe. Ok. Le C++, ça a commencé sa vie dans les années 80. Ça a été créé par Bjarne Stroustrup, premier standard en 98. Le C++, c'est un langage compilé qui est orienté objet, mais qui est relativement multiparadigme. Donc on peut faire pas mal de choses en C++ au final. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une très grosse distinction entre ce qui va être du vieux C++, donc avant 2011, et du C++ moderne depuis 2011. Bon, ce qu'on dit très souvent sur le C++, c'est que les messages d'erreur sont absolument horribles, et c'est le cas. Là, ici, vous voyez, on oublie une astérisque, et ça nous fait plusieurs lignes d'erreurs qui sont peu lisibles, on va dire, mais on s'y habitue au bout d'un moment, plus ou moins. Et ça, en fait, ça provient du fait que le C++, c'est un langage qui est compilé. Un compilateur, c'est un programme dont le but va être de traduire un code haut niveau, que vous avez écrit, donc du code source, vers un code plus bas niveau, qui sera du coup plus proche de la machine. Typiquement, là, j'ai mis quelques exemples de compilateurs. GCC, ça nous génère de l'assembleur à partir du C. OCaml-C, c'est du bytecode OCaml à partir d'OCaml. Rust-C, ça nous génère du LLVM à partir de Rust, etc. Le C++, la plupart du temps, on va le compiler avec G++ ou Clang+, enfin Clang++. Et sur Windows, on pourra utiliser MSVC. Mais moi, du coup, je vais utiliser G++, majoritairement. Et du coup, là, on a une première intuition sur d'où proviennent les erreurs du C++. Le problème, c'est que le C++, c'est un langage qui est complexe, qui va générer énormément de code en interne pour faire des choses plus ou moins intelligentes. Et du coup, quand on a une erreur qui arrive dans du code généré, elle est assez profonde dans le code avec des types qui ne sont pas forcément évidents. Et ça nous fait ces fantastiques messages d'erreur. Bon, Hello World, très rapidement, on inclut un header, on print du texte, on peut le compiler avec G++ et tous les flags là, on l'exécute, ça se passe très bien, c'est fantastique. Ça, c'est pas forcément hyper intéressant. Ce qui est plus intéressant, ça va être tout ce qui est généricité en C++.
L'idée d'une fonction générique, c'est que c'est une fonction qui peut prendre plusieurs types en argument. Ça, c'est lié fondamentalement à la notion de polymorphisme. On va essayer en fait de représenter plusieurs types avec un même symbole. Le polymorphisme peut être soit statique, donc géré complètement à la compilation, soit dynamique, et du coup géré à l'exécution. La notion statique, dynamique, la différence entre les deux, c'est très important. Et du coup, en C++, on va avoir soit du sous-typage pour faire de la généricité, soit des templates. Le sous-typage, c'est en l'occurrence en C++ lié à la notion de programmation orientée objet. On va en fait créer une sous-classe qui va hériter d'une autre classe. C'est du sous-typage, hein. Et l'idée, c'est que cette sous-classe, on va pouvoir l'utiliser dans tous les contextes où on peut utiliser la classe mère, mais attention, pas l'inverse. Là, ici, si on a juste un petit code en C++ très rapide, hein, on a une structure C. Là, on a une structure qui hérite de C, donc sub C. On a une fonction f qui nous prend un C, et une fonction g qui nous prend la classe fille. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on met la classe fille à l'endroit où on s'attend à la classe mère, ça se passe très bien. Et si on met la classe mère à l'endroit où on s'attend à la classe fille, donc comme ici, hein, là GC, c'est censé prendre un sub, mais on lui met un C, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher parce que, encore une fois, on ne peut pas mettre la classe mère là où on attend la classe fille, mais on peut mettre la classe fille là où on attend la classe mère. Ok. Notion importante aussi, c'est les notions de type statique, type dynamique. En fonction du contexte, en fait, un objet peut avoir différents types. On a le type statique qui est du coup le type qui est connu à la compilation et qui dépend du contexte dans lequel on est. Et on a un type dynamique qui est le type avec lequel on va créer l'objet qu'on est en train de manipuler. Ce type dynamique, il est unique à travers toute la durée de vie du programme et on peut y accéder justement à l'exécution. Et on peut y accéder à l'exécution via ce qu'on appelle les méthodes virtuelles. Donc là ici, si on reprend un autre exemple, j'ai une structure C qui a une méthode qui n'est pas virtuelle, statique f, et une méthode qui est virtuelle, dynamique f. Elles affichent toutes les deux C. Même chose pour ma classe fille, mais ce coup-ci, j'affiche node C. Mais encore une fois, j'ai une méthode qui est non virtuelle et une méthode qui est virtuelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si je mets ma sous-classe dans un pointeur sur ma superclasse et que j'appelle ma fonction qui n'est pas virtuelle, ça va m'afficher C. Donc là, c'est le type statique, hein, celui qui est connu à la compilation. Là, C, ici. Mais là, quand je vais faire ma fonction dynamique, celle qui est virtuelle, ça va retomber au niveau du type dynamique de mon objet, qui est du coup celui avec lequel on l'a créé, donc c'est un sub C. Et du coup, on n'est pas sur un C. Ok. Ça, c'est pour tout ce qui est sous-typage. L'autre type de généricité en C++, c'est les templates. Les templates, c'est en fait paramétriser une classe ou une fonction en fonction d'un certain type. Et en fait, après, à la compilation, ça va nous générer du code approprié via un process qui s'appelle la monomorphisation. L'idée, c'est que en fait, les templates, c'est complètement statique. Vraiment, c'est géré uniquement à la compilation. Une fois qu'on arrive dans le code qu'on veut exécuter, il n'y a plus de template à l'exécution. Ça a été complètement désucré. Et en fait, les templates, c'est globalement ce qui va nous générer les messages d'erreur hors C++. Vous vous rappelez, tout ce qui est génération de code, c'est les templates. Donc merci les templates. Là, ici, globalement, si on revient un peu sur l'idée de monomorphisation, on a une fonction f qui est paramétrisée par rapport à un type t. Je vais instancier ma fonction f avec un int ou un float. Et en fait, ça, si on le désucre, entre guillemets, ça va nous donner ça. Globalement, ça correspond à écrire deux fonctions. Une qui est spécialisée pour int, une qui est spécialisée pour float. Et après, on appelle les deux fonctions directement. Et ça, c'est vraiment comme ça que ça marche. Là, ici, on a un bout de code en LLVM. Donc, c'est un langage intermédiaire plus bas niveau qui correspond en fait à ce bout de code-là. Là, je l'ai vraiment juste compilé avec Lang. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on avait défini qu'une seule fonction, mais là, on a deux appels à deux fonctions qui sont différentes. Et on a deux fonctions qui sont définies de façon différente. Donc, dans le code généré, on aura vraiment deux fonctions différentes. Ok. Un dernier petit point de syntaxe qui va être important plus tard. À partir de C++ 20, on a une syntaxe qui est équivalente à celle du template type name, où on met en fait auto en type du paramètre. Ça, c'est vraiment strictement équivalent. Quand on met un auto ici, ça correspond vraiment à nous mettre un template là. C'est juste un sucre syntaxique et on aura quand même de la monomorphisation. Donc, pour résumer les points de C++ importants, on a des objets qui vont avoir un type statique ou un type dynamique qui ne sont pas forcément les mêmes. Les templates, c'est généré uniquement à la compilation. Et ça va justement nous générer du code qui va être spécialisé pour les types qui nous intéressent. Ok? Est-ce que jusque-là, ça va? Très bien. Du coup, on peut passer aux choses un peu plus intéressantes. Le camel. Au camel, meilleur langage qu'on enseigne à Epita. Rendez-vous dans l'Under après si vous n'êtes pas d'accord. Et justement, le camel a une fonctionnalité qui est vraiment très cool, qui s'appelle le pattern matching. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la doc d'ocamel.org. Fonctionnalité vraiment très cool. Ok. Le pattern matching, du coup, à quoi ça ressemble?
Bah, a priori, vous avez tous déjà fait du camel, je suppose, hein, donc on va pas s'éterniser sur l'exemple simple. Là, on a une fonction qui va nous match n avec une certaine valeur. En fonction de la valeur de n, on va rentrer dans un cas ou dans l'autre, super. Maintenant, un truc qui est plus intéressant, c'est tout ce qui est type algébrique. Les types algébriques, c'est des types composites, donc qui comprennent plusieurs types. Et c'est très courant en programmation fonctionnelle. On a deux types principaux de type algébrique. Les types produits, donc on va avoir un type alpha et un type bêta et un type gamma. Et les types somme, et là ce coup-ci c'est plus et mais c'est ou, donc on va avoir un type alpha ou un type bêta ou un type gamma. En des termes un peu plus vernaculaires, bah, c'est soit un tuple, soit une union, globalement. À quoi ça ressemble ça en camel? Bah, on a un type, c'est A ou B. Super. Du coup, je peux faire une fonction pour convertir ce A ou B en string. Donc, bah, je vais match X. Si c'est A, j'envoie la string A. Sinon, j'envoie la string B. Et ça, bah, ça marche plutôt bien. Ça, c'est pas forcément hyper intéressant. Par contre, on a des choses qui sont un peu plus sympas. Par exemple, ici, je peux dire que mon B, en fait, il va contenir un int en plus du fait d'être un B. Et du coup, quand je fais ça, bah là, je peux commencer à faire des choses vraiment plus cool. Donc là, je peux différencier les cas où j'ai un B avec un n qui vaut 42 et les cas où j'ai un B avec un n qui vaut n'importe quoi. Ça, c'est lié à différentes notions de pattern matching. Donc on a les wildcards, hein, c'est ce qu'on a ici, le underscore, ça veut dire n'importe quoi. Ça, c'est assez pratique. On a aussi la notion de garde. Donc là, c'était le when dans l'exemple précédent. Pouvoir vérifier qu'une valeur a justement une certaine valeur et pouvoir spécialiser des cas. La déstructuration, ça c'est vraiment essentiel. Pouvoir accéder aux champs qui sont internes à une structure et pouvoir différencier en fait des structures en fonction de ce qu'elles contiennent et pas juste en fonction de ce qu'elles sont. Ça, c'est vraiment très pratique. Surtout que au camel, c'est compilé et c'est compilé correctement. Donc on a des checks d'exhaustivité. Globalement, le compilateur nous râlera dessus si on est en train d'écrire quelque chose qui sera jamais accédé ou qui sera toujours accédé, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on aimerait bien que le compilateur de C++ soit aussi gentil. Si on revient globalement à notre problème initial, donc rappelez-vous, hein, on avait une structure d'arbre et on voulait faire correspondre certains motifs dans cet arbre à des instructions d'assembleur. Là ici on a une petite représentation d'un arbre avec un type somme. Donc là ici on a un int, c'est une feuille, ça contient juste une valeur d'int. On a un mem qui correspond à un accès mémoire et qui a un seul fils. Et on a un move qui correspond à une instruction move en assembleur, un déplacement de valeur. Et ce coup-ci on va avoir deux fils. On a une fonction traverse qui est une fonction récursive, juste pour print les ST, c'est pas forcément très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le matcher qu'on a ici. Là, c'est une fonction dans laquelle on va pouvoir différencier certains cas. Là, on a un cas spécifique pour quand on est en train de match un mem. Ça, on va rentrer directement dans le cas, c'est super. On a un autre cas qui est spécialisé ce coup-ci pour un move dont la source est un mem. Donc là, ici, c'est ce qu'on a, un move, et la source est un mem. Maintenant, si on était dans un cas où on avait un move dont la source n'était pas un mem, du coup ça ne correspondrait pas à ce pattern-là, et on rentrerait dans le dernier pattern, qui est un wildcard, et là du coup, on serait bien capable de différencier ce cas-là. Ça, c'est globalement ce qu'on a envie de faire au final. Hein. C'est vraiment ce qu'on veut faire pour nos sélections d'instructions. Et c'était bien sûr la fin du camel. À partir de maintenant, c'est plus que du C++. Donc bon courage. Hein. Justement, pour revenir au C++, du coup, vous vous rappelez, C++, il n'y a pas de pattern matching. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'émuler ce qu'on vient de faire là en camel. C'était super propre. On va devoir l'émuler en C++. Ce sera un peu moins propre. Et vraiment, les concepts importants, type statique, type dynamique, les templates et la monomorphisation qui est uniquement à la compilation. Ok. Première intuition pour faire du pattern matching en C++, c'est bien sûr les switches. Bon, normalement, ça devrait choquer personne ici quand je vous dis que quand n vaut 42, on rentre dans le cas 42. C'est fantastique. Mais en fait, pas tant que ça, parce que ça marche qu'avec des types relativement bêtes. Là, ici, si j'essaie de faire un switch sur une string en C++, ça ne marchera pas, j'aurai une erreur de compilation, parce que ma string, c'est pas un entier. Le switch marchera uniquement avec des types entiers ou qui correspondent à des entiers, globalement. Bon, du coup, on va revenir à nos types algébriques. Depuis C++ 11, on a les types produits avec std tuple. Depuis C++ 17, on a des types somme avec std variant. Ça, à quoi ça ressemble dans le code? Globalement, on est là-dessus. Hein. Donc, on a un tuple qui est templaté par rapport à notre type d'int et notre type de string. Et dedans, on peut mettre du coup et un int et une string. Et ensuite, on va avoir un variant qui va être templaté sur un int et une string. Et du coup, on peut mettre dedans soit un int, soit une string, puisque c'est un type somme. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc ça, du coup, ça marche plutôt pas mal. Là, dans nos deux types de variants qui sont les mêmes, on peut mettre plusieurs types différents. Et ce qui est sympa, c'est qu'après, on peut utiliser stdget pour récupérer justement la valeur qui nous intéresse. Là ici on est sur un variant qui contient un int, on peut faire un get d'un int. Ok.
Et du coup, imaginez qu'on fasse ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Je fais un variant entre un int et une string, et je mets une string dedans, et après, j'essaye de get un int sur mon variant qui contient une string. Bon, a priori, on a l'intuition que ça va mal se passer, mais la question c'est où est-ce que ça se passe mal? Est-ce que ça compile? Ouais, ça compile. Par contre, on a une erreur à l'exécution. En fait, le std-get, il va process uniquement le type au runtime, donc c'est complètement dynamique, et du coup, ça se passera uniquement à l'exécution, on n'a pas de problème de compilation là-dessus. Puisque S, bah, c'est un variant entre un int et une string, du coup, dans l'idée, on pourrait get un int dessus. Mais en vrai, on ne pourra pas. Mais ça, on ne peut pas le savoir à la compilation. Ok. Bon, à quoi ça ressemble un variant globalement sous le capot? Imaginez, là, on fait une structure un peu bête. Globalement, ça correspond à avoir un tag qui serait une énum entre les types possibles, par exemple un int ou une string. Et après, on a juste une union, donc une structure plus bas niveau du C, qui correspond à soit un int, soit une string. Bon, ça, c'est vraiment très simplifié, hein. Le header de variant de la lib C++ de Clang fait 1775 lignes. Donc, on n'en est pas vraiment là, mais c'est l'idée générale. Et du coup, à quoi ça ressemblerait de faire du dispatch sur ces variants-là? Bah, si on faisait une fonction qui print le contenu de notre variant, on pourrait juste prendre notre variant en argument et après faire un switch sur le tag. Ça, on peut, puisque le tag, c'est une enum. Donc, c'est un entier. Et après, bah, let's go, on peut print les valeurs qui nous intéressent, stdcout, c'est nickel, ça marche plutôt pas mal. Et du coup, après l'instanciation, bah, on crée notre variant et on a juste appelé une fonction dessus. En fait, en C++, on a quelque chose d'équivalent pour nos std variants. On peut utiliser stdvisit. Ça, globalement, c'est à peu près la même idée, hein. Donc là, j'ai mon variant, et après, bah, je peux le visiter avec, du coup, quelque chose qui se comporte comme une fonction en premier argument. Donc là, j'ai mis une lambda. Globalement, il faut juste qu'on soit capable de faire parenthèse, parenthèse dessus. Donc ça marche plutôt bien. Et après, j'ai mon v, qui est du coup mon variant que je veux match. Ok. Je sais pas si vous avez fait attention, mais il y avait un template dans la slide précédente. Imaginons qu'on désucre la lambda. À quoi ça ressemble une lambda en interne pour le compilateur C++? Globalement, une lambda, c'est juste une structure quelconque qui a un opérateur parenthèse-parenthèse. Donc ça veut dire, en C++, vraiment, que je peux utiliser mon objet comme si c'était une fonction. Donc ça ressemble à ça. Ça se ressemble globalement. Là, on a vraiment le AutoX, stdcout. Bah, là, c'est pareil, on a AutoX, stdcout. Et du coup, dans le main, c'est la même chose. Okay. Bon, là, du coup, normalement, le template devrait être évident maintenant. Si on a un AutoX, ça veut dire qu'on a un template type name t pour notre X. Du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, on peut utiliser globalement la génération de code à l'intérieur de notre variant. On peut faire des fonctions templatées qui sont dans notre visiteur, et du coup, on peut faire de la génération de code à cet endroit-là. Et ça, c'est hyper pratique. Globalement, là, si on revient un peu sur nos exemples tout à l'heure de Camel, bah pareil, là, on se fait un A ou B, donc avec notre variant ici. J'ai ici un matcher que je peux utiliser, qui est un opérateur spécialisé pour A et un opérateur spécialisé pour B. Ça m'envoie vrai si c'est A, faux si c'est B. Et du coup, bah, je peux appeler mon visiteur et ça se passe bien. Maintenant, le problème qu'on a avec le stdvisit, c'est que on a besoin que le visiteur qu'on lui met soit capable de gérer en fait tous les types possibles qui sont dans le variant. Et du coup, ça c'est vérifié à la compilation. Puisque là, on sait quels sont les types possibles dans le variant. Là, c'est A ou B. Et du coup, on a besoin de savoir que le matcher qu'on utilise gère tous ces types-là. Le problème, c'est, imaginez, on est dans TC, et on a tous ces types-là qu'on a besoin de gérer. A priori, les gérer tous à la main. Et un moment où c'est un peu chiant quand même. Donc, on aimerait bien s'affranchir de ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut le faire. Parce que, rappelez-vous, on peut utiliser des templates à l'intérieur de nos visiteurs. Donc, si on met une méthode templatée dans notre visiteur, ça va nous générer du code pour tous les cas qui ne sont pas gérés sinon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Ouais. Ça, globalement, c'est notre wildcard de Camel. Enfin, plus ou moins. Donc là, ici, si on reprend, vous voyez que ce coup-ci, dans notre variant, on a non plus A et B, mais en plus, on a int et float. Donc là, normalement, il faudrait que j'ai besoin de gérer A, B, int et float dans mon matcher. Je gère A explicitement. Du coup, après, j'ai une méthode auto qui va gérer tous les cas qui ne sont pas déjà gérés par la première méthode. Donc auto à la compilation, ça va nous générer une méthode pour int, une méthode pour float et une méthode pour B. Et du coup, on est bon. Là-dessus, ça marchera, ça compile. V, c'est 42, donc c'est pas un A, donc ça renvoie faux. Nickel, tout se passe correctement. Du coup, là, déjà, on a de quoi pouvoir commencer à faire une première solution relativement simple pour le problème de sélection d'instructions. Donc, là, globalement, on est reparti. On a une structure tree qui a une méthode virtuelle. Ensuite, on fait un shared pointer sur ce tree. Donc, shared pointer, c'est juste une façon de gérer la mémoire. Je reviens dessus plus tard. Ensuite, on se fait
bah, nos trois structures qui correspondent toujours à int, mem et move. Donc int, c'est une feuille, pas d'enfant. Mem, ça a un enfant. Move, ça a deux enfants. Ensuite, on refait des shared pointers autour de tout ça. Pareil, c'est encore de la gestion mémoire, c'est pas forcément très intéressant pour l'instant. Et après, on peut se faire un variant autour de ces shared pointers. Et du coup, on dit que notre variant, bah, c'est soit un pointeur sur un mem, soit un pointeur sur un move, soit un pointeur sur un int. Une fois qu'on est là-dessus, bah, on peut se faire un matcher. Notre matcher, bah, il est relativement bête. Il va juste différencier tout ce qui est pointeur sur mem bah, de tout le reste. Et ça, en fait, ça a plutôt bien marché. Si j'instancie tous mes nœuds, donc là j'ai mes pointeurs sur des int, ensuite mem, move, je fais un variant sur mon move, et quand je le match, bah, il tombe dans auto, puisque c'est pas un mem. Et par contre, quand je fais un variant sur un mem et que je le match, bah là ce coup-ci c'est bien un mem, donc bah, ça m'affiche mem. Ok. Et bah ça, c'est plutôt pas mal déjà. Maintenant, on va pouvoir commencer la longue descente vers l'absurde. Ça va nous prendre un peu de temps, mais on va finir par y aller, vous inquiétez pas. Jusque-là, c'était plutôt sympa, mais on n'avait pas de déstructuration. Là, le cas que je viens de vous montrer était bête. On différenciait un mem de n'importe quoi d'autre. Mais en fait, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est plutôt ce genre de choses. Alors ça, c'est pas du camel, c'est juste du ML. Mais globalement, vous voyez que là, on a un cas spécifique pour gérer un move qui contient un mem, qui contient un binop, qui contient un plus et un const. Donc c'est autrement plus complexe que ce qu'on fait pour l'instant. Et le problème, c'est que bah, tout l'algorithme de sélection d'instructions est basé sur ce genre de motif. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir vite fait sur Monobourg. Si vous vous rappelez, Monobourg, c'est ce qu'on utilisait avant dans TC pour bah, faire de la génération de code. En l'occurrence, ça nous générait des switches imbriqués qui permettaient de faire du pseudo-pattern matching. À quoi ça ressemblait? On avait un point BRG, comme ça, un peu moche, dans lequel on pouvait spécifier des types. Et du coup, là, il arrivait à différencier un binop, donc une instruction qui, par exemple, fait une addition, bah, du cas où le binop avait en opérant de droite un const et n'importe quoi d'autre. Ça marchait plutôt pas mal. À quoi ça ressemblait, en fait, passer la génération de code? Globalement, on était là-dessus. Ça nous fait des switches imbriqués. Donc on a un switch dans lequel il y a un switch. Et du coup, dans le premier switch, on fait un switch bah, sur le type du nœud qu'on est en train de visiter. Et après, en interne, on peut revisiter les fils de ce nœud et faire du dispatch dessus. En fait, si on peut faire ce genre de choses et imbriquer des switches, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imbriquer des visites? Si vous vous rappelez, hein, on arrivait très bien à différencier des cas simples. Mais là, on est juste dans des cas simples qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, a priori, on pourrait faire ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, c'est du code qui est extrait de ce qu'on a maintenant sur TC. Là, on récupère le gauche et le droite de façon plus ou moins abstraite. Ça, je reviens dessus tout à l'heure. Mais globalement, on a un variant sur le type du fils gauche et un variant sur le type du fils droit. Et après, on peut faire du dispatch dessus. Et là, à l'intérieur, on a nos lambdas. On arrive à tomber dans le cas qui nous intéresse. Okay. Ça marche plutôt pas mal. Mais on n'a toujours pas de déstructuration, au final. Là, on est juste en train de faire des switches imbriqués, mais glorifiés. Donc, bon. Le problème qu'on a globalement, c'est que bah, le dispatch, c'est uniquement basé sur le type statique qu'on est en train de manipuler, qui est stocké dans le variant. Du coup, la question qu'on a, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour faire du dispatch en fonction du type des fils d'un nœud, si on ne possède que le type statique du nœud parent. C'est-à-dire, en fait, si on formule ça différemment, comment est-ce qu'on peut faire dépendre le type statique d'un nœud en fonction du type de ses enfants? Ok, la question est claire? Ouais, je peux la refaire hein, si besoin, mais... Là, on a vraiment besoin que notre nœud, en fait, son type, bah, dépende de celui de ses enfants. Et du coup, là, on peut avoir quelques intuitions. Le type de int, a priori, ça va. Le type de std string, ça va aussi. Non, c'est quoi le type de std vector de int? C'est quoi le type de std vector de std string? std tube de int de std string et std tube de std string. Là, lesquelles de ces expressions dénotent des types qui sont identiques? Bah, la réponse, c'est aucun. Là, en fait, à chaque fois, on est en train d'avoir des types différents. Même les deux vecteurs, on pourrait se dire que c'est la même chose, c'est des vecteurs. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Dans un cas, on a un vecteur d'int et dans l'autre, on a un vecteur de string. Et on a de la monomorphisation sur les types aussi. Là, en fait, ce qu'on est en train de dire en écrivant vecteur de string et vecteur de int, c'est on demande au compilateur poliment de nous générer un vecteur qui est spécialisé pour les int et un vecteur qui est spécialisé pour les strings. Et du coup, on est sur deux types qui sont fondamentalement différents, en fait. Tout ça, c'est généré à la compilation via l'instanciation de template, comme on l'a vu avant. Donc là, on a une intuition qui peut être intéressante. On se dit, ok, bah, si je template un nœud en fonction du type de ses enfants, ça veut dire que je vais avoir un type qui est spécialisé
en fonction de ce que je veux faire avec. Bah, du coup, on est parti. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première étape, on va templater les nœuds qui ont des enfants. Deuxième étape, on va avoir besoin de templater le shared pointer qui contient le nœud qui est templaté pour pouvoir propager le template. Parce qu'on a besoin que tout soit templaté à partir de là. Hein. Et du coup, vu qu'on a besoin que tout soit templaté, ça veut dire qu'il faut aussi templater le variant. Parce que sinon, on ne peut pas templater le shared pointer, et si on ne peut pas templater le shared pointer, on ne peut pas templater le nœud qu'on a envie de templater. Du coup, ça après, il faudra qu'on spécifie les types à la définition, parce que rappelez-vous, c'est complètement statique, c'est fait à la compilation. Donc on a besoin de l'écrire dans le code. Et là, là c'est perdu. Là, on a mis des templates partout. Quel enfer. Bon, quand même, à quoi ça ressemblerait si on faisait ça? Là, ici, j'ai un meme que j'ai templaté. On va faire que le meme, pas le move, comme ça on n'a qu'un seul template. Donc là, bah, on est parti. Mon meme est templaté. Du coup, je vais templater mon shared pointer pour pouvoir passer le paramètre de template à mon meme. De la même façon, bah, je template mon variant pour pouvoir passer le paramètre de template à mon shared pointer. Et du coup, dans le matcher, on peut faire ce genre de choses. Alors, c'est peut-être un peu moche, mais au final, c'est quand même plus intéressant parce que là, on peut dire, bah, je vais séparer le cas où le fils de mon mème est un mème, du cas où le fils de mon mème est n'importe quoi d'autre. Et ça, ce qui est cool, c'est que ça marche, en fait. Ça marche plutôt pas mal. Mis à part qu'on se retrouve avec ce genre de syntaxe-là, qui sont absolument horribles à lire. Voilà, je sais pas si vous arrivez à lire au fond, mais franchement, ça m'étonnerait, parce que déjà d'ici, c'est compliqué. Mais quand même, on arrive à discriminer certains cas, d'autres cas, en fonction du type des enfants. Ok, bah du coup, on peut continuer là-dessus. Après, quand même, vu la tête du truc, est-ce qu'on fait vraiment les choses correctement? Est-ce qu'on a besoin de tout templater? C'est des questions plutôt légitimes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de spécifier tous les types? Parce que quand même, quel enfer d'écrire ça. Hein. Pourquoi est-ce qu'on fait pas du camel? Qu'est-ce qui se passe? Plein de questions, pas forcément avec des réponses, mais on va quand même essayer d'avancer. Là, globalement, une autre intuition qui peut être sympa, c'est revenir sur l'idée de auto. Si vous avez fait attention, j'utilise auto à plusieurs endroits dans le code. En C++, c'est un mot-clé qui sert à faire de l'inférence de type. Ouais, comme en camel, mais vachement moins bien. Imaginez si on était capable d'utiliser auto comme paramètre de notre template. Ça voudrait dire qu'on n'aurait plus besoin de spécifier explicitement les types qui sont concernés à l'intérieur. Ça, ce serait cool, mais on ne peut pas faire ça. Par contre, en C++, depuis C++ 17, si on ne met pas le type d'argument de template, bah dans certaines situations, il va être capable de les inférer tout seul. Mais seulement dans certaines situations. Donc là, globalement, ce qu'on aurait envie de faire, en fait, c'est faire des fonctions factory, donc des fonctions dont le but va être de nous générer nos nœuds. Et là, ici, bah, si je mets des templates, là, comme ça, a priori, ça devrait plutôt bien se passer. Je template en fonction des types qui m'intéressent pour générer un mème qui va contenir du coup l'exp que je passe en argument. De la même façon, je peux générer mon variant. Et là, déjà, bah, le code ressemble à ça maintenant. Donc, c'est beaucoup plus propre, et ça marche à peu près toujours aussi bien. Là, on va toujours être capable, avec le même matcher qu'avant, de différencier en fonction du type du nœud que je suis en train de match. Ok, donc ça, c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un nœud dont le type statique est différent du type dynamique? Par exemple, si on était en train de stocker un mème dans un tree. Ça, dans l'idée, c'est possible, hein, puisque, rappelez-vous, tree, c'est la classe mère, mème, c'est en dessous, donc ça veut dire que l'inclusion marche, là, je peux faire correspondre mon mème à un tree. C'est inclus. Bah, le problème ici, c'est que si notre variant, il gère que des int et des mèmes, je peux pas lui mettre un tree dedans, puisque le variant fait attention uniquement au type statique qu'on est en train de lui donner, et pas au type dynamique. Donc, là, quand on veut déclarer notre variant, on va avoir besoin d'accéder au type dynamique de l'objet dont on veut faire du matching plus tard. Et ça, pour faire ça, il faut passer par des méthodes virtuelles. Le problème, c'est que du coup, on va avoir besoin d'avoir une méthode virtuelle donc, qui vient de la classe tree, qui nous renvoie un variant qui est templaté. Mais on ne peut pas templater de méthode virtuelle, puisque virtuel, c'est fait à l'exécution, et les templates, c'est fait à la compilation, donc on ne peut pas mélanger les deux. Du coup, ça veut dire qu'à la place, on va avoir besoin de templater toute la classe de tree, pour pouvoir juste renvoyer ici un variant qui est templaté. Là, si on fait ça, du coup, on peut un peu bricoler de façon à avoir des structures d'arbres qui vont en fait hériter de tree par rapport à certains paramètres de template. Par exemple, pour mon in qui n'était pas templaté, je peux dire que le tree est templaté par rapport à une classe bidon qui s'appelle node, on s'en fiche. Là, ici, si j'ai un mème, du coup, il avait un premier paramètre de template, donc je peux le mettre dans le premier emplacement et mettre un node dans le deuxième. Et là, pour le move, donc là, le move fait son grand retour, il a deux paramètres de template, puisqu'il avait deux fils. Et là, du coup, je peux mettre les deux paramètres. Ça, à quoi ça ressemble dans le code? Ok, je fais mon mème comme avant. Je fais un appel à ma méthode virtuelle pour générer un variant à partir de ce mème. Après, je peux le visiter, ça se passe bien. Si je stocke
mon mem dans un tree, bah, ce coup-ci, je peux quand même appeler la méthode pour récupérer un variant par rapport dynamique, et ça marchera bien aussi, on aura le même résultat. Donc ça marche pas mal, sauf qu'on a un problème de mémoire là-dessus. Là, globalement, si on exécute ça, ça plante, on a un double free. Double free, ça veut dire qu'il y avait une zone mémoire et qu'on l'a libérée 2 fois, alors que normalement, on peut la libérer qu'une seule fois. Bon alors, ce double free, il est un peu caché, et en fait, il vient de la façon dont on utilise les shared pointers de C++. Voilà, j'avais dit qu'on en parlerait, ben on va en parler. Le C++ n'est pas garbage collecté, donc normalement, on a besoin de gérer la mémoire à la main, comme en C, ou ce genre de choses. Depuis C++ 14, si je dis pas de bêtises, on a des shared pointers et des smart pointers en C++ qui peuvent en fait gérer la mémoire à notre place. Globalement, ces pointeurs-là, en fait, ils vont être free tout seuls via du comptage de référence. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos shared pointers, on va avoir des variables qui vont correspondre au nombre de fois qu'il y a un shared pointer qui pointe sur une ressource. Là, ici, je fais une allocation directement à la main. J'ai un premier pointeur qui pointe sur cette ressource, un deuxième pointeur qui pointe sur cette ressource. Donc, là-dessus, bah, je vais avoir un use count de 2. Quand j'ai un des deux pointeurs qui sort du scope, il va être détruit, et le use count va pouvoir être décrémenté. Et si le use count va à 0 à un moment, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun pointeur qui pointe sur la zone mémoire que j'étais en train de manipuler. Du coup, ça veut dire que je peux la libérer, puisqu'elle est plus accessible. Ça, c'est la grande idée. Mais en fait, on a un peu un problème là-dessus, c'est qu'en C++, le compte est propagé uniquement via de la construction par copie. C'est-à-dire que ici, là, si vous faites attention, le pointeur 2, je le crée à partir du pointeur 1, et pas à partir du row A. Qu'est-ce qui se passe ici si je construis mes deux pointeurs à partir de la même ressource, comme ça directement? Et bien là, vu qu'ils ne sont pas construits par copie, on va avoir un use count qui va être différent pour les deux pointeurs. Et en l'occurrence, du coup, les deux pointeurs vont partir d'un use count de 0 et vont tous les deux avoir un use count de 1. Du coup, s'il y en a un des deux qui sort du scope, bah, son use count passe à 0, il va free la mémoire sur laquelle il est en train de pointer. Et du coup, quand le deuxième va sortir du scope, vu qu'il avait un use count de 1 aussi, bah, ça va se décrémenter, passer à 0. Et on va essayer de refree la mémoire qu'on vient de free. Et du coup, bah, double free, ça se passe pas bien. Bon. Stylé. C'est pas grave. On peut encore feinter un peu plus. Le C++, c'est le langage de la feinte, hein, de toute façon. Donc là, c'est parti, on va utiliser une classe qui est définie en standard, qui s'appelle enable shared from this. C'est magique, ça nous permet d'accéder à un shared pointer depuis this. Bon, ça marche de façon un peu bizarre, mais dans l'idée, ça marche. Et après, du coup, on peut utiliser ce pointeur-là pour faire de la copy construction, comme d'habitude. Du coup, avant, on avait ça. Là, voilà, on a le coupable. Hein. Là, on fait un res par rapport à this. This, c'est un pointeur. Donc, du coup, ici, on n'est pas sur un smart pointer. On n'est pas en train de propager le use count. Si on fait ça à la place avec le this flash shared from this, bah, ce coup-ci, on est bien sur un shared pointer. On est en train de faire une copie. On a le bon use count. Et ça nous résout tous nos problèmes. Sauf sur TC. Ça ne marche pas sur TC. Parce que sur TC, on a eu plein d'idées incroyables, hein, comme par exemple wrapper les shared pointers. Et du coup, ça nous casse ce genre de choses. Bon. Du coup, là, ça nous explique la ligne de tout à l'heure, celle qui est absolument horrible. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à un reference count? Dans le cas où on ne peut pas utiliser shared from this, bah, du coup, ça veut dire qu'il faut que le shared pointer soit passé en argument de la fonction pour qu'on puisse l'utiliser pour faire une copie. Ouais, tout à fait, quel enfer. Du coup, là, ça veut dire que si j'ai un shared pointer qui pointe sur quelque chose, donc là, ici, binop flash left get, c'est mon shared pointer sur mon fils gauche, bah, du coup, j'ai besoin de passer ce shared pointer en argument à la méthode que j'appelle sur ce fils gauche pour pouvoir avoir à l'intérieur de cette méthode un shared pointer dont je peux récupérer use count. Donc là, je fais A, flèche, une méthode sur A. Je me repasse en argument sur la propre méthode, alors que comme je fais de l'orienté objet, bah, je suis déjà passé en argument, mais juste là, je me passe en argument d'une autre façon pour résoudre certains problèmes. Mais bon, c'est pas très joli, quoi. Mais ça marche. Maintenant, imaginons qu'on ait ce genre de code. Donc là, ici, on a un petit matcher. Là, on repart d'un peu plus bas, on fait des choses un peu plus simples. Là, j'ai deux variants tout bêtes et une lambda ici, avec deux paramètres A et B. Bon, on a un petit souci avec ce code, non, tout petit. Là, ici, A et B, ils ne sont pas utilisés dans ma lambda. Donc là, G++ n'est pas content. Il va me faire des warnings. Bon, on va aller regarder à quoi ils ressemblent quand même ces warnings. Donc, là, on est parti. Ah, ma touche I ne marche plus. Ok. Donc là, globalement, c'est le même code. Hein. Ok, c'est fou. Donc là, G++, moins wall, moins extra, tout ça sur warnings.cc. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va scroll un peu quand même. Hein.
C'est vraiment incroyable le C++. Là, on est parti, hop. On va quand même le rediriger dans un fichier pour voir à quoi ça ressemble. Bon, c'est le même combat, hein, globalement. 359 lignes. Le fichier d'entrée en faisait 11. Pas mal. 2 arguments inutilisés seulement. Hein. Bon, ça, d'où est-ce que ça vient? Si on reprend ça, donc voilà, c'est ce que j'ai dit, 2 arguments utilisés, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Bon, on s'en fiche pas tant que ça, parce que, vu que là on avait une lambda, avec des autos, on a de la monomorphisation. Là, la monomorphisation va nous générer une fonction pour chaque combinaison possible de type d'arguments en entrée de ma lambda. J'ai 2 arguments qui ont chacun 4 types possibles, donc en tout, j'ai 4 puissance 2 fonctions générées, qui vont chacune me faire 2 warnings de news argument, donc en tout on a 32 warnings. 32 warnings pour 360 lignes, ça nous fait environ 10 lignes par warning, donc c'est sympa. Hein. Et ça vient du fait que, comme vous venez de le voir, les types qu'on est en train de manipuler sont des types qui sont générés, et du coup ils ont des noms absolument horribles, et ça nous fait des messages ultra longs. Et là on n'a que des warnings. C'est-à-dire qu'on pourrait, dans nos lambdas, avoir des erreurs de template. Il y a des façons très simples de générer beaucoup d'erreurs juste sur une mauvaise instanciation de template. Si on fait ça en plus à un endroit où on est en train de régénérer des fonctions autour de ça, en fait, ça va s'accumuler et c'est horrible. Bon, ce qui est drôle, c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller jusque-là pour casser G++, hein, globalement. Là, ici, si j'ai ce code-là, voilà, s'il y en a qui ont leur machine, si vous voulez essayer de le compiler, amusez-vous. Amusez-vous bien quand même. Hein. Là, ce coup-ci, j'ai 8 arguments qui ne sont pas utilisés, qui ont chacun 4 types possibles. Donc ça veut dire que j'ai 4 x 4 x 4, 4 puissance 8, fonction générée, fois 8 warnings pour chaque fonction. Alors je vais pas essayer de le compiler comme ça parce que ce serait horrible. Mais là globalement, voilà, j'avais fait les tests. Là si je mets 2 types, ça me génère 15 000 lignes d'erreur. 3 types, ça me fait 387 000 lignes d'erreur. C'est pas mal. 4 types, alors je l'ai lancé qu'une seule fois parce que j'arrive pas à le lancer 2 fois, je sais pas pourquoi. Mais du coup j'avais compté que les caractères, ça me faisait 1 440 millions de caractères. Donc ça veut dire que vu que j'ai environ 200 caractères dans mon script en entrée, pour chaque caractère d'entrée, je génère 6 millions de caractères sur le flux d'erreurs. Donc c'est pas mal. C'est un joli score en code golf là-dessus. 5 types, n'essayez même pas. Hein. Ça j'ai essayé de le faire tourner sur des nukes tout à l'heure pour voir. Bon, j'en ai fait freeze 2, pas de chance. Alors, juste pour la forme, voilà, là c'est avec 2 arguments. Vous voyez, c'est plutôt rigolo. Avec 2 arguments, ça marche, hein, puisqu'on n'a que 15 000 lignes d'erreur. Et maintenant, il y a un autre truc qui est assez sympa. Alors ça, je l'ai trouvé tout à l'heure, justement, en faisant freeze les nukes en bas. J'avais pas essayé de compiler avec Clang, mais en fait, si on compile avec Clang++, et Clang ne nous gère pas les warnings de la même façon. Et en fait, Clang va générer les warnings sur les lambda avant la monomorphisation. Et du coup, on a les warnings avant la génération de code. Donc Clang nous fait 30 lignes de warning. Et pour le même code, G++ nous fait du coup 15 000 lignes. Et ça, c'est exponentiel. Hein. C'est-à-dire que du coup, pour celui qui en fait 387 000 lignes sur G++, c'est pareil. Clang me fera toujours ces mêmes lignes-là. Donc voilà, merci Clang. C'est plutôt pratique quand même. Oups. Ok. Bon, du coup, là, globalement, ça pourrait être sympa de faire un peu moins de génération de code quand même. Donc, on pourrait essayer de faire d'autres choses pour se débarrasser d'auto. Typiquement, on pourrait essayer d'upcast. Upcast, c'est-à-dire passer d'une classe fille à la classe mère. Donc, upcast nos pointeurs sur des sous-classes, genre même, vers des pointeurs sur tree. Si on fait ça, on n'est plus en train d'utiliser auto. Donc, du coup, si on n'utilise plus auto, il n'y a plus de monomorphisation. Alors, on est reparti. Du coup, si on reprend les exemples de tout à l'heure, sans les templates, là, ici, on a un pointeur sur un tree quelconque, un pointeur sur même, et ça, on va réussir à la différencier plutôt correctement. Si on fait ici un pointeur sur un int, on peut le passer dans le matcher, ça va compiler, il va réussir à upcast le shared pointer sur un int, vers un shared pointer sur un tree, et du coup, il va tomber dans le premier cas. Voilà. À noter que si j'avais en plus une fonction auto dans un coin, là, du coup, il essaierait quand même de l'instancier pour la forme, parce qu'il aurait moyen de faire un truc qui matche le plus. Mais là, ici, on n'a pas besoin, du coup. Et donc, si on fait ça, là, qu'on soit avec G++ ou avec Clang, dans tous les cas, on aura à peu près le même nombre d'erreurs, puisqu'on n'est plus sur la génération de code. Mais ça ne marche pas sur TC. Évidemment, ce serait trop simple. Encore une fois, c'est parce qu'on wrap les shared pointers un peu n'importe comment.
Et en fait, ça pour le coup, on a un fixe. Mais rapidement, l'idée, c'était que les templates étaient mal instanciés. Et ça, on peut le fixer avec des concepts de C++1. Donc, globalement, c'est rajouter des contraintes pour instancier les templates uniquement dans les cas où on a des types qui dérivent les uns des autres. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais on a une solution pour ça quand même. Après, si vous avez fait gaffe, du coup, dans l'exemple que je viens de montrer, bah, on n'avait plus de template. Le problème des templates et de la déstructuration, c'est que bah, c'est un peu compliqué quand même à manipuler. Et on a un problème en plus, c'est que dans TC, notre implémentation de tree n'est pas templatée. Ce serait trop simple, plutôt trop compliqué. Et du coup, ça c'est plutôt mauvaise nouvelle. Hein. Parce que si on reprend depuis le début, on a des templates qui sont complètement statiques, donc uniquement gérés à la compilation. Et de l'autre côté, on a des types dynamiques qui, bah, vu qu'ils sont dynamiques, sont connus uniquement à l'exécution. Comment est-ce qu'on peut générer à la compilation des types qui ne sont connus que à l'exécution? Ouais, c'est compliqué. 3 idées quand même qui peuvent être intéressantes à aller regarder. La première, c'est bah, laisser tomber et tout templater. Allez, tant qu'on y est, pourquoi pas. Bon, la deuxième, c'est plutôt se dire, bon, bah, c'est pas grave, il n'y a pas tant de possibilités que ça. Je vais gérer tous les cas possibles à l'exécution. Je vais les gérer tous explicitement dans mon code à la compilation. Ça a l'air d'être une brillante idée. Et on a une troisième possibilité, et là on se dit, ah, ça a l'air malin. C'est récupérer des tags à partir de méthodes virtuelles pour les utiliser en paramètre de template. Mais ça a seulement l'air malin. Bon, le problème, évidemment, le template, je l'ai dit, je le redis, ça rajoute énormément de complexité à tout le code qu'on écrit. Globalement, le moins de templates il y a dans votre code, le mieux vous vous portez. Et de toute façon, bah, la structure de tree qu'on est en train de générer dans TC, elle provient d'un AST qui correspond à un input utilisateur, qui par définition bah, n'est pas connu à la compilation, puisqu'il est donné que à l'exécution. Donc en fait, le problème est le même, hein, même si on templatait toute la classe de tree. Et de toute façon, comment est-ce qu'on pourrait gérer n'importe quelle classe possible, n'importe quelle structure possible à l'exécution, bah, à la compilation? C'est-à-dire que là, imaginez, on a ce type-là, voilà, qui est un type tout à fait chouette, hein, avec plein de mèmes imbriqués, des moves, dans des mèmes, etc. Ça, dans l'idée, ça correspond à un arbre bah, qui est relativement filiforme au début, hein, puis après, on va split sur notre move et on va resplit sur notre move. En vrai, à dessiner, c'est relativement simple. C'est un input qui pourrait être valide, dans l'idée, pourquoi pas. Mais là, du coup, il faudrait que le type statique, qui est ici, soit au courant du contenu complet de tout l'arbre qui est donné à l'exécution. Ce qui n'a aucun sens. Hein. Ça veut dire que le type qu'on écrit dans notre code doit connaître tout ce qui n'est pas écrit dans notre code, puisque c'est donné en input. Là, dans l'idée, on pourrait éventuellement feinter là-dessus et se dire, bon, bah, c'est pas grave, plutôt que de faire un arbre complet dans mon template, je vais juste gérer le type du premier fils et pas le type de mes petits-fils. Là, si je fais ça, je réduis pas mal la complexité, hein, puisqu'on passe d'un truc infini à un truc fini. Mais quand même, là, sur nos exp dans TC, si vous vous rappelez des variantes tout à l'heure, on a 7 types possibles. Si je suis sur un move, bah, j'ai 2 fils possibles. Donc, c'est-à-dire que j'ai 49 combinaisons possibles de nœuds à gérer là-dessus. Et ça, c'est juste pour un seul nœud qui aurait 2 fils. Et il y en a plusieurs. Donc, globalement, on se retrouve avec 300, 400 cas à gérer, explicitement. Trop compliqué. On peut potentiellement le faire avec des autos, ce genre de choses, mais vraiment trop compliqué. On va pas faire ça. Et c'est ce qu'on a. Du coup, on pourrait essayer de partir sur autre chose. Par exemple, si on se dit, bon, bah, je vais gérer statiquement tous ces cas-là quand même, hein, bah, du coup, ça correspondait à parcourir chaque nœud, nécessairement, hein, puisque je suis sur un nœud, il faut que je rentre dedans. Du coup, une fois que je suis dedans, je vais regarder le type de ses enfants, pour pouvoir, après, à partir de ça, instancier un template par rapport à des types que je connais. Mais là, du coup, on est en train de faire un visit dans un visit, pour générer un type qu'on va encore visiter. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste les visites imbriquées qu'on avait tout à l'heure, du coup, hein, parce que là, vraiment, on s'embête pour rien. Ça pourrait marcher, mais ça rajoute trop de complexité pour zéro raison. Du coup, on a la troisième idée, potentiellement, qui serait d'utiliser nos tags qui seraient envoyés par méthode virtuelle dans nos templates. Là, on a un petit bout de code. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce bout de code? Normalement, pour les gens qui ont fait du C++, c'est évident. Là, ici, on a du coup un template. Donc, on va paramétriser notre structure S par rapport à un entier. Si on paramétrise par rapport à 1000, ça va très bien se passer. Si on paramétrise par rapport à argc, c'est un peu plus tendu. Parce que les templates, c'est uniquement à la compilation. Et c'est quoi la valeur de argc à la compilation? Bon, bah, on la connaît pas, puisqu'elle est donnée que l'exécution.
Donc on ne peut pas faire ce genre de choses. Ça ne compilera pas. Ça ne peut pas compiler. Et le problème qu'on a si on essaie de récupérer les tags dans les méthodes virtuelles, bah, c'est que c'est la même histoire. Les méthodes virtuelles, c'est uniquement l'exécution. Donc si on récupère un tag et qu'on essaie de le mettre dans le template, ça ne marchera pas parce qu'on récupère un truc dynamique pour le mettre dans quelque chose de statique. Ça ne peut pas compiler. On ne peut pas utiliser nos méthodes virtuelles ici pour templater nos nœuds, pour faire des choses plus ou moins intelligentes avec. Ça ne peut pas marcher. Et globalement, en fait, tout ce que je vous ai présenté là ces derniers temps ne pourra jamais marcher. On ne peut pas mélanger polymorphisme statique et dynamique à la volée pour aucune raison, parce que ça marche pas comme ça. Ils sont vraiment sur des plans astro différents au final. Il y en a un c'est à la compilation, l'autre c'est à l'exécution. On ne peut pas les mélanger. Et on ne peut pas générer nos types templatés efficacement à partir de types qui ne sont pas connus à la compilation. Et ça, vu que c'était notre base pour tout ce qui était déstructuration de notre pattern matching, bah, ça veut dire que ce qu'on fait là ne peut pas marcher. Bah tant pis. Il faudra faire du pattern matching plus simple, des visites imbriquées potentiellement. Juste, on ne peut pas faire ça en C++. Mauvais langage pour faire du pattern matching. Ouais, c'est fou. Bon, on va peut-être conclure quand même. Globalement, si on revient sur notre problème initial, on a quand même réussi à retirer Monobourg sur TC. Et pour faire ça, bah, on s'est basé du coup sur des visites imbriquées. Donc c'est les slides qu'on avait tout à l'heure, où on a un visite sur notre fils à l'intérieur du visite sur le père. Oui, c'est moche. Ouais, ça marche plus ou moins bien. Mais c'est quand même mieux que Monobourg. Là, on vient de sortir une dépendance sur un programme obscur que personne ne savait utiliser correctement, qui n'était plus maintenu. Donc, à la place, on apprend du C++, c'est pas mal. Et même si c'est vraiment une mauvaise solution, en vrai, est-ce que c'est si mal que ça? Parce que le but de TC, c'est quand même d'apprendre le C++. Et apprendre les limites d'un langage, bah, c'est, à mon sens, aussi important que d'apprendre ce en quoi ce langage est bon. Et là, clairement, bah, on touche quand même plutôt pas mal aux limites du langage. Donc ça reste intéressant. Bon, il y a toutes les bibliothèques dont je n'ai pas parlé, évidemment, pendant cette présentation, parce qu'on n'en utilise pas sur TC, on ne veut pas trop en utiliser sur TC. Mais en vrai, dans la vraie vie, bah, on en aurait à utiliser des bibliothèques. Typiquement, on serait parti sur Patterns de Michael Park. Michael Park, c'est le gars qui a écrit l'implémentation standard des variants de C++ 17. Donc, plutôt pas mal. Et il a une bibliothèque qui est sympa, qui s'appelle Patterns, qui ressemble à ça. Donc là, je fais un match pour mon factoriel. J'ai des patterns, j'ai un wildcard. C'est plutôt pratique. Si vous voulez jeter un œil, n'hésitez surtout pas, parce que c'est assez intéressant. Là, il y a le lien GitHub. Il avait fait un talk à la CPPCon de 2019 où il parlait justement de pattern matching en C++ et de sa bibliothèque. Et c'est assez intéressant. Il fait vraiment un état de l'art sur tout ce qu'il y a en C++, ce genre de choses. C'est assez intéressant. Bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que cette bibliothèque-là, elle a évolué pour en fait donner une proposition de feature pour le C++. Globalement, C++, comment ça marche? Bah, y a des propositions qui sont faites. Après, il y a un standard, un comité qui s'occupe de les ajouter ou pas au standard. Et là, du coup, bah, on a encore une proposition pour le pattern matching en C++ avec la P1371. C'est pas la première. Ça introduit beaucoup de concepts assez intéressants. Bah, typiquement, des choses qu'on aurait voulu faire ici. Pouvoir matcher des types dynamiques, ce genre de choses. Ça aurait été assez pratique. Mais on l'a pas encore. Après, qui sait, bah, peut-être qu'un jour, on l'aura en C++. Voilà. Si vous êtes intéressé, il y a tout ce qui est slide et code sur mon GitHub. Voilà, si vous voulez jouer avec des gros messages d'erreur, il y a tout ce qu'il vous faut. Voilà. Et puis sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Et du coup, on voit que c'est chiant et là vous n'avez pas de solution B et tout. Je suis un peu triste déjà. Et est-ce que du coup tu as regardé lorsque LLVM ou GCC? Alors, ouais. La question c'est est-ce que je vais regarder ce que faisait LLVM ou GCC? Alors GCC, j'ai pas été regardé parce que le code est moins direct à trouver que celui de LLVM pour le coup. Mais j'avais été jeter un œil à celui de LLVM à l'époque quand je travaillais là-dessus. Et bah, globalement, ils ont des choses pour faire ce genre de matching. Alors, ils en ont qui est templaté, ils en ont qui est dynamique, si je dis pas de bêtises. Et globalement, bah, ils font ce genre de choses. Ils font des choses en fait en termes de matching, mais ils le font pas du tout en passant par ST des visites. C'est un peu ça en fait, le problème. C'est que là-dessus, ce qu'on est en train de faire en essayant de passer par ST des visites, ST des variants, globalement, bah, ça nous rajoute une grosse dose de complexité parce qu'on est en train de passer par une interface qui est quand même assez stricte pour essayer de faire des choses avec ça. Clang, ils ont, si je dis pas de bêtises, des classes de match qui existent, qui sont plus ou moins templatées aussi, et qui peuvent utiliser après sur leur classe à eux, qui sont potentiellement templatées aussi. Je suis pas forcément compétent sur toute leur code base, mais du coup ils passent pas du tout par ce genre de
d'absurdité de ST des visites ou quoi, et ils peuvent s'en sortir. Mais il y a énormément de choses qui sont faites là qui sont juste pas faisables avec des templates de toute façon, puisqu'on est sur des types dynamiques, et on peut pas s'en sortir avec des templates là-dessus, quoi. Voilà. Oui. Pas vraiment. Alors la question c'est Monobourg, ça faisait quelque chose au compile time. En fait, Monobourg ça générait du code. Donc c'est un peu comme utiliser Bison ou Flex. Ouais. Oui. Ouais. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Bah techniquement Monobourg c'était pas vraiment compile time puisqu'on était quand même sur des switches imbriqués. Et du coup il était quand même déjà en train de faire du dispatch par rapport à tout ce qu'on avait à l'exécution. Après en termes de performance, j'ai pas trop benchmark tout ça, mais on n'avait pas, je crois que c'était un peu moins bien quand même, ce qui est pas particulièrement étonnant vu que Monobourg nous générait du code qui bah, a priori devait être plus ou moins optimisé, alors que là ce coup-ci bah, on est en train de faire des loucheries. Donc il y a une légère perte si je dis pas de bêtises, mais elle est pas forcément très importante. Et en tout cas par rapport à l'intérêt pédagogique, j'ai envie de dire, de pouvoir virer une dépendance louche et faire du C++ à la place, c'est plutôt worth. Mais je crois que c'est un peu moins bien quand même en termes de perf. Moins de 10%. Oui. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on a autant de retard en C++ par rapport aux autres langages, si je résume bien, en tout cas sur le pattern matching. Alors c'est pas la première fois qu'on propose du pattern matching quand même, il y a eu des propositions de pattern matching pour au moins C++ 17, si je dis pas de bêtises, peut-être C++ 14. Globalement déjà, il fallait des types algébriques pour faire du pattern matching, donc les variants ça date de C++ 17, donc en faire avant ça aurait été peut-être un peu louche, parce que pourquoi pas dans C++ 20 bah, C++ 20 c'était déjà un gros chantier, notamment avec tout ce qui était concept et les modules qui sont toujours pas implémentés encore. Donc C++ 20 n'est toujours pas complètement implémenté. Clang ne gère toujours pas les ranges. Donc je pense que c'était... Alors ce qui est assez intéressant c'est que tu parles du standard, mais en fait je crois que la première proposition de pattern matching a été faite par Strauss-Stroop sur C++ 17, si je dis pas de bêtises. Ce qui veut dire que lui s'était déjà attaqué à ce genre de choses. Et effectivement, bah, pattern matching c'est revenu vachement à la mode avec typiquement avec Rust. Maintenant, c'est un peu Rust qui a réintégré ça dans le patrimoine moderne d'une certaine façon. Effectivement, il y a ça en Python maintenant avec 3.10, si je dis pas de bêtises. Pourquoi toujours pas en C++ bah, parce que déjà, c'est pas forcément facile de faire ça en C++ parce qu'il y a énormément de choses qu'on n'a pas forcément directement. Typiquement, là, ici, dans cette proposition-là, il en profite aussi pour remettre une couche sur tout ce qui est structured bindings et des structurations plutôt diverses qui sont pas forcément très bien gérées pour l'instant en fait. Structured binding c'est quelque chose d'hyper basique en C++. Ça marche pas forcément hyper bien. Tu peux pas mettre de pattern comme tu veux. Tu es obligé de mettre des autos. Tu peux pas récupérer avec des structured binding des choses par référence ou ce genre de choses. Donc ça marche plus ou moins et je pense qu'il devait y avoir aussi finalement peut-être peu de personnes que ça intéressait le pattern matching en C++, parce que les gens qui veulent faire du pattern matching en C++, bah, c'est les gens qui veulent faire du pattern matching déjà, quand même. Donc ceux qui veulent faire du pattern matching et qui aiment vraiment le pattern matching, ils vont plutôt avoir tendance à se tourner, je pense, à la base vers du Camel ou du Haskell. Maintenant il y a Rust aussi, qui prend quand même une grosse part de marché là-dessus. Donc
qui veut faire du pattern matching en C++. Et c'est aussi un truc dont parle Michael Park dans sa conférence, c'est que en fait, la communauté C++ n'est pas familière avec tous les concepts de pattern matching, et ils savent pas forcément trop quoi en tirer. Donc il fallait le temps déjà que des gens se penchent sur la question du pattern matching en C++, qu'ils fassent des drafts, et en plus, comme c'est des drafts assez importants, parce que c'est pas une petite feature, bah, il faut le temps qu'ils soient arrivés par le comité. Là, ici, P1371, elle est liée quand même aux 3 ou 4 tentatives d'avant, hein. Et c'est à peu près les mêmes personnes depuis 3 ou 4 papiers. Donc il y a une continuité, il y a une progression en fait sur la proposition du pattern matching. Après, bah ouais, faut le temps que ça se fasse. Et C++ a quand même pas mal de retard sur pas mal de domaines au final. On voit. Enfin, ils ont des années à rattraper quoi, depuis C++ 14 ou 11. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Oui. Attends, j'ai pas bien compris. T'as dit pourquoi est-ce que c'était le meilleur projet de l'année? Parce que. Ah, j'ai toujours pas compris. T'as dit le meilleur projet de l'année? Ouais, j'entends pas très bien ce qu'il raconte, je suis désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celles de Nicolas? Très bien, ben, je vous remercie.